La crise de la listériose de l'été dernier fait encore mal aux producteurs de fromage du Québec. Depuis ces événements, plus d'une trentaine de producteurs de fromage au lait cru ont abandonné ce type de production. Audrey Landry s'est intéressée à cette histoire. Cette crise a eu des impacts majeurs. De nouvelles normes ont été mises en place par les instances gouvernementales, ce qui a littéralement fait bondir les coûts de production. Cette industrie est maintenant en péril au Québec. Les producteurs de fromage au lait cru sont les plus affectés par les répercussions de la crise de la listériose de l'automne dernier. Ils doivent maintenant se conformer à de nouvelles normes plus sévères et plus coûteuses. Claude Gilbert, copropriétaire des bergeries du Fjord, considère que la production de fromage au lait cru est une petite industrie à laquelle il ne faut pas tenter d'appliquer des normes industrielles, puisqu'aucune compagnie ne sera en mesure de survivre. Si on est pris pour pasteuriser notre lait, on ne sera pas en mesure de survivre parce qu'on ne sera jamais capable d'arriver avec les coûts des industriels. Et si on est des coûts de fromagerie industrielle pour sortir du fromage au lait cru, on n'est pas plus avancé. Aucune micro-fromagerie n'est assez rentable pour soutenir ses coûts. Selon les propos de M. Gilbert, sur les 43 producteurs de fromage au lait cru au Québec, seulement une dizaine produiraient encore de ce type de fromage. Plusieurs entrepreneurs ont préféré se tourner vers une production de fromage fait à partir de lait pasteurisé, procédé permettant d'éliminer toute forme de bactéries à la source. Pourtant, Jacques Goulet, microbiologiste et professeur au département des sciences des aliments et de nutrition à l'Université Laval, affirme qu'aucune donnée scientifique ne démontre clairement que la consommation de fromage au lait cru représente un risque plus élevé que la consommation de fromage à base de lait pasteurisé. Par rapport aux statistiques qu'on obtient suite à la consommation des fromages et des toxi-infections alimentaires qui leur sont associées, on ne possède pas l'évidence que les fromages de lait cru soient responsables d'un plus grand nombre de toxi-infections alimentaires. Bien que la science ne démontre aucune preuve que les fromages au lait cru seraient plus à risque que les fromages à base de lait pasteurisé, la perception des consommateurs s'est dégradée depuis l'automne dernier. Sur le plan des ventes, les détaillants ont noté une certaine réticence de la part de leur clientèle. Benoît Carbonneau, copropriétaire de la fromagerie Au Petit Délice, mentionne que les gens ont des craintes par rapport aux risques associés au fromage au lait cru. Mais selon lui, il y aura toujours une clientèle pour ce type de fromage. Non, les gens sont réticents, sont peu nombreux, les gens qui vont poser des questions. Mais il y en a qui n'ont vraiment pas peur. Là. Il y en a qui arrivent et regardent, ils vont manger sur les crus. Ça, c'est les vrais de vrais, comme j'appelle. Les petites fromageries artisanales du Québec se voient maintenant imposer de nouvelles normes de contrôle plus sévères. Les fromages importés, quant à eux, ne sont pas inspectés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Pourtant, ces deux produits se côtoient sur les mêmes étalages des détaillants québécois. Il y aura toujours un marché pour les fromages au lait cru, mais les producteurs d'ici arriveront-ils à survivre avec ces nouvelles normes? Seul l'avenir nous le dira. Ici Audrey Landry, à Québec. Manger est un besoin vital. Au même titre que le sommeil, s'il est négligé, cela peut avoir des effets négatifs sur la santé. Pendant le mois de mars, le mois de la nutrition, c'est l'occasion de mettre de la santé dans nos assiettes. Le fléau de la malbouffe n'épargne pas les jeunes adultes, bien au contraire. Jean-Maxime Bourgouin est allé voir si les étudiants prennent le virage santé. S'il y a une tranche d'âge où l'on néglige son alimentation, c'est bien entre 18 et 25 ans. Faute de temps ou tout simplement de motivation, les aliments sains sont souvent bannis par les étudiants. À 18 ans, l'oiseau quitte le nid familial pour prendre son envol. L'indépendance, c'est beau, mais l'alimentation est désormais une nouvelle responsabilité. Manger mal est une chose, sauter des repas en est une autre. Il y en a beaucoup qui déjeunent pas parce qu'ils ressentent pas la faim le matin, mais dans le fond, c'est le repas le plus important de la journée. C'est celui-là que tu devrais pas sauter, là, t'sais. Quand tu arrives dans ton cours à 8h30 et tu n'as pas mangé, je vois pas vraiment comment tu fais pour enregistrer bien. L'alimentation est d'abord source de productivité. Pour les étudiants, breuvage et énergie vont de pair. Les boissons ingurgitées ont souvent fonction de potions miracles. On peut pas savoir avec les boissons énergisantes parce que c'est des produits de santé naturelle. Okay? Les produits de santé naturelle, là, contrairement à notre bon vieux lait au chocolat, t'as pas d'informations nutritives, de valeurs nutritives, okay, comme ça. Ce manque de transparence ne dissuade pas les étudiants en quête de carburant.
Au pavillon Alphonse Desjardins, le dépanneur en est le premier témoin. Au niveau des breuvages, c'est surtout les boissons énergisantes qui sortent beaucoup. De plus, dans les sessions d'examen, c'est incroyable comment ça sort. Là. À la liste des péchés mignons, on peut également ajouter croustilles, barres de chocolat et crème glacée. Tant qu'à prendre de la crème glacée, aussi bien prendre de la vraie crème glacée, pas prendre de la allégée, là, parce qu'on ne sera pas pleinement satisfait. Puis tant qu'à ça, on est aussi bien de prendre une vraie gâterie. Puis après ça, bien, en étant conscient qu'on va quand même manger équilibré le reste de la journée, le reste du temps. Là. Par manque d'informations, nombre d'étudiants passent à côté d'une assistance précieuse. Un bureau d'entraide en nutrition existe pourtant. Il n'y a pas de monde qui vienne cogner aux portes. Puis parce que, je veux dire, on pourrait vraiment, avec l'effectif qu'on a, rendre un meilleur service à beaucoup plus de monde. Si les étudiants se déplacent peu vers les bureaux d'information, du côté des chercheurs, les statistiques s'activent. On voit que 65 des gens de 20 à 35 ans ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes. Puis les fruits et légumes, on sait que c'est le groupe qui va avoir le plus tendance à atténuer les effets d'obésité. Et pourtant, dans les machines distributrices, des aliments santé ont été codés par des vignettes jaunes pour bon choix et vertes pour excellent choix. Mais les étudiants y sont-ils vraiment attentifs? Les jeunes adultes sont le groupe d'âge les moins sensibles aux messages d'alimentation santé. On a 20 ans, on se sent invincible, les problèmes de santé, c'est pour plus tard. Bien que le virage santé soit imposé au service alimentaire de l'Université Laval depuis septembre 2005, certains pavillons, dont le Vachon, viennent tout juste de s'incorporer à cette initiative. Reste à voir maintenant si cela changera les habitudes des étudiants. Jean-Maxime Bourgoin, à l'Université Laval. La CADEL, le réseau des transports de la capitale et l'Université Laval travaillent ensemble sur des projets pour promouvoir le transport en commun chez les étudiants. L'hypothèse d'un service d'autobus gratuit a été soulevée. Bénédicte Lebelmat nous en parle. Malgré les discussions en cours, le système d'autobus gratuit pour les étudiants ne sera pas offert de sitôt à l'Université Laval. Ces derniers peuvent toutefois bénéficier d'un rabais considérable en s'inscrivant au laissez-passer trimestriel. L'Association d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval, la CADEL, affirme être en discussion avec le réseau de transport de la capitale, le RTC, depuis quelques années pour mettre en place un système de transport en commun gratuit pour les étudiants, comme le mentionne Olivier Gégou, vice-président aux affaires externes de la CADEL. Donc oui, c'est dans les cartons actuellement. Le projet est en étude par le réseau de transport de la capitale. Les données sont envoyées, donc essentiellement, ça va de l'avant. Selon le RTC, l'implantation d'un tel service impliquerait des changements de structure importants et nécessiterait au moins 25 autobus supplémentaires. Le directeur du réseau de transport de la capitale, Gilles Marcotte, mentionne que même si la CADEL et le RTC sont prêts à collaborer ensemble, la participation de l'Université Laval est essentielle car c'est elle qui devrait assumer la totalité des coûts d'un tel projet. Nous sommes toujours prêts à collaborer. À ce moment-là, ici, l'Université Laval était prête à collaborer, à payer pour le transport collectif des étudiants, mais tant mieux. L'Université de Sherbrooke a instauré le service d'autobus gratuit pour ses étudiants en septembre 2004. Elle investit environ 1,2 million de dollars par année de son budget opérationnel qui est remis à la Société de transport de Sherbrooke pour donner l'accès libre et gratuit à tous les étudiants de l'université. L'Université Laval devrait probablement fournir un montant égal ou supérieur pour instaurer un système semblable dans la ville de Québec. Toutefois, avec un budget déficitaire, il est fort à parier que l'université n'est pas prête à fournir ce montant pour l'instant. Malgré plusieurs tentatives, aucun représentant de l'Université Laval n'était disponible pour répondre à nos questions. Pour l'instant, les étudiants de l'Université Laval peuvent toutefois bénéficier d'un rabais considérable sur le transport en commun grâce à l'instauration d'un projet de la CADEL. Le laissez-passer trimestriel est disponible aux universitaires qui s'engagent à acheter un laissez-passer pour les 4 mois de la session. Ils ont alors droit à un rabais de 10 % grâce à la collaboration du RTC et de la Société de transport de Lévis. De plus, Forum Jeunesse offre un pourcentage de rabais qui varie selon le nombre d'étudiants qui s'inscrivent. Pour la session d'hiver 2009, le rabais total s'élève à 12,5 %.
M. Marcotte affirme qu'il y a eu une impressionnante augmentation des ventes depuis le dernier trimestre. Et pour 2008, on est monté à 3 345, soit une augmentation de 50 là, dans les gens qui étaient intéressés à prendre le laissez-passer trimestriel. Plusieurs étudiants rencontrés indiquent qu'ils n'utilisent pas le laissez-passer trimestriel car ils ne sont pas au courant de l'offre. D'autres affirment ne pas avoir la patience de faire les longues files d'attente en début de session pour se le procurer, comme mentionne Pierre-Anne Surmel, étudiante en études internationales et langue moderne. Oui, bien une fois, j'ai voulu l'acheter. C'était au pavillon des Jardins, mais malheureusement, il y avait une grande file, donc il aurait fallu que j'attende peut-être 20 minutes, donc j'ai pas eu le temps. Il sera intéressant de voir d'ici les prochaines années si le système d'autobus gratuit pour les étudiants prendra vie ou si d'autres programmes avantageux se développeront afin de promouvoir le transport en commun chez les étudiants. Bénédicte Lebelmat, Québec.